Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne de Facebook et sur YouTube. Je vous propose ce soir une petite revue de l'actualité arménienne de France, ce qui se passe actuellement dans la diaspora arménienne de France, notamment ce qu'on va appeler les réformes démocratiques, entre guillemets. Je vais attendre quelques instants qu'il y ait du monde sur le live pour commencer. Donc je voudrais vous faire un récapitulatif des différents événements, des différentes annonces qui ont eu lieu dans la presse arménienne, dans la diaspora arménienne de France, et puis un petit peu faire le parallèle avec ce qui se passe dans l'actualité en Arménie. Évidemment que l'actualité arménienne et l'actualité en France sont liées. Donc le premier sujet que je vais aborder dans cette vidéo, ça concerne une annonce qui a été faite le 9 juillet dernier par le CCAF, qui consiste à annoncer la mise en place d'une réforme démocratique au suffrage universel direct. Ce qui est en soi une très grande idée, une très bonne idée, mais je vais vous démontrer à travers cette vidéo que dans la pratique, ce n'est pas du tout la démocratie qui est mise en place, bien au contraire. Donc, en réalité, cette réforme du CCAF est une mascarade démocratique qui a pour unique but de prolonger le pouvoir en place des deux coprésidents. Donc, le 9 juillet 2025, le CCAF publiait un communiqué de presse où ils annonçaient solennellement une réforme historique. En réalité, c'était une grande opération de communication destinée à faire croire au renouveau démocratique de la communauté arménienne de France. Donc, après une analyse précise des documents internes qui m'ont été remis, donc les statuts, le règlement électoral, le compte-rendu du Conseil national, il se révèle que, en réalité, c'est une mécanique de verrouillage soigneusement planifiée depuis des mois et qui a pour but de préserver les positions qui sont affaiblies par ce qu'on va appeler des représentants autoproclamés d'un régime familial. Derrière les annonces, il n'y a pas de réforme en réalité. Il y a une petite ouverture, mais pas de renouvellement. Seulement une tentative désespérée de maintenir deux coprésidents qui sont des cousins et qui sont fortement affaiblis par l'usure du pouvoir, faut le dire, c'est les mêmes figures qui sont là depuis 30 ans, puis sur le siège du CCAF, qui sont en place depuis plus de 12 ans aujourd'hui à la présidence, il y a évidemment une usure du pouvoir. Donc, le communiqué du 9 juillet, qui fait des grandes annonces qui sont en réalité tout sauf l'ouverture à un suffrage universel qui a été annoncé pour janvier 2026, où soi-disant une nouvelle gouvernance serait renouvelée, un espace de convergence serait élargi, et un lien qui serait renforcé avec la République d'Arménie. Ce qui évidemment, dans le contexte actuel, avec le maintien des deux coprésidents, ça paraît très compromis. Donc l'analyse des textes internes montre que, contrairement à ce qui est dit, on n'est pas dans un système démocratique direct, mais plutôt dans un verrouillage. Pourquoi ? Le Conseil national du CCF, aujourd'hui, c'est 28 sièges, d'accord, qui sont répartis entre Paris, Lyon et Marseille. Et ce qui est proposé dans ce suffrage universel, qu'on va appeler une coquille vide, c'est la mise en place de 40 sièges. Donc seuls 10 sièges seront soumis au suffrage universel, selon les décisions du Conseil national du 11 septembre 2024. Donc les 30 autres seront nommés par les CCF régionaux, c'est-à-dire les réseaux existants, qui verrouillent les structures depuis tant d'années aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, les régions avaient 9 postes pour faire 28, donc il y avait les 3 régions.
En réalité, les régions vont passer à 10 membres. Donc, ils vont renforcer les régions pour avoir une base verrouillée à 30 sièges dans ce Conseil national, et 10 sièges seront ouverts à la démocratie. Donc évidemment que ces 10 sièges, même si on avait 100 000 électeurs, ce qui paraît improbable étant donné que la campagne commence au mois de septembre et que l'élection aura lieu au mois de janvier, rien ne changerait les équilibres. On parle d'une structure qui est verrouillée aux 2/3, à 75%. Ce que le CCF présente comme une avancée démocratique est en réalité une opération cosmétique. L'alibi du vote populaire dissimule le maintien au pouvoir de responsables minoritaires. Les CCF régionaux surreprésentés. Cette réforme survalorise d'ailleurs les structures locales. Je prends des exemples en ayant des témoignages. À Lyon, le CCF ne s'est pas réuni depuis plus de 2 ans, mais conserve 10 sièges. Évidemment, c'est un CCF de bascule où la FRA Tachnak-Soutchoun tient la très grande majorité de ses voix, et Lyon est même la région de bascule pour Paris. À Marseille, la moitié des membres ont quitté la structure. On l'a dit sur Arménien Info, j'ai fait, il me semble, une vidéo là-dessus où on explique clairement que face à l'antagonisme, pratiquement la moitié des membres ont quitté la structure. Et des informations qu'on m'a remises, à Paris, moins de 15 personnes participent activement au CCF Paris. En sachant que je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu un conflit au CCF Paris, que l'un des coprésidents n'a pas été réélu, que l'élection a été reportée, car le vote n'était pas favorable à ce qu'avaient décidé les représentants en place, et que ça avait fait déjà une très grosse polémique. Et pourtant, chaque région, faible, avec la faiblesse qu'ils ont, ils passent de 9 à 10 sièges. Donc en fait, ils renforcent leur emprise sur les réseaux existants, parce que face à justement aux différentes tendances qui ont quitté le CCF, dénonçant justement ce manque de démocratie, ce manque d'écoute, voilà la réponse du CCF, c'est celle-ci, c'est un faux semblant, une fausse réforme. D'ailleurs, j'ai pu avoir des témoignages qui me parlaient justement de la réforme de Lyon en 2023, où il y avait 3 engagements qui ont été trahis par la direction actuelle. Donc en juin 2023 à Lyon, 3 grands principes avaient été adoptés pour renouveler la gouvernance du CCF. La première, c'était l'harmonisation des structures régionales pour qu'il y ait enfin un équilibre, l'ouverture aux associations non-membres pour élargir la base, et la création d'un collège d'individus avec une représentation proportionnelle au nombre d'électeurs. C'est-à-dire, ils avaient pris pour exemple un siège pour 500 votants. Donc l'esprit était assez clair, permettre au suffrage universel individuel de peser sur les équilibres, mais tous ces engagements ont été trahis. Les régions sont plus surpondérées qu'auparavant. Aucune association n'a été admise. Le collège d'individus a été artificiellement plafonné à 10 sièges, rendant tout changement impossible et ne donnant aucune influence réelle. Donc les principes fondateurs ont été vidés de leur substance. Et puis, ce qu'on me dit, ce qu'on me rapporte, c'est que des statuts validés sans débat, dans un huis clos, lors de la réunion du Conseil national du 11 septembre 2024, les statuts ont été adoptés et le règlement ont été adoptés. J'ai d'ailleurs ces documents. Je ne sais pas si ce soir je vais rentrer dans le détail, je vais voir au long de la vidéo comment les choses se dérouleront, mais en réalité, il n'y a pas eu d'amendement, il n'y a pas eu réellement beaucoup de discussions sur les points, et il n'y a pas eu d'opposition non plus, car ceux qui étaient à l'opposition avaient bien compris que leur voix n'était pas attendue. Il y avait des commissions en amont qui avaient fait comprendre et qui avaient justement acté avant même ce vote-là. Tout était ficelé à l'avance, voilà ce qu'on me rapporte. Le processus était verrouillé, le pluralisme n'existe pas.
Donc, dans le point suivant, c'est un point qui va vraiment montrer qu'en réalité, on se moque de nous, c'est ce qu'on appelle la commission de conciliation, qui a pour objectif de neutraliser des voix critiques. Le communiqué parle d'une charte des valeurs et d'un esprit d'apaisement. Mais la commission de conciliation qui en découle est composée par les représentants régionaux, donc par les mêmes réseaux dominants. Dépourvus de toute garantie d'indépendance, évidemment, ils seront choisis à l'avance, non encadrés non plus par des règles transparentes. Son rôle est clair, désamorcer, contenir et invisibiliser. C'est un outil de stabilisation, pas de démocratie. Ensuite, il y a ce garde-fou qui n'en est pas un, mais qui en réalité montre qu'il y a une évolution, c'est ce qu'on va appeler le vote numérique. Le vote numérique se fera par une plateforme professionnelle, mais aucun contrôle indépendant n'est prévu, aucune procédure de recours n'est définie, aucune transparence sur les listes ou sur les candidats. Et puis dans les statuts, on peut voir que certains candidats qui ne respecteraient pas la charte pourraient être recalés par le Conseil national. C'est-à-dire toute voix critique pourrait ne pas se présenter car il ne respecterait pas forcément les engagements ou alors il aurait pu être critique, ce qui est très loin de la démocratie directe. Donc pour en revenir au vrai fond, le numérique masque par la technique la réalité, c'est-à-dire il n'y a pas de démocratie réelle dans ces propositions. C'est un agenda conçu pour faire durer ceux qui sont en place, c'est-à-dire durer sans rien changer. L'élection qui est prévue en janvier 2026, soit 5 mois après cette annonce, permettra en réalité de capitaliser sur les cérémonies habituelles, le 24 avril, de pouvoir arriver jusqu'au repas annuel qui aura lieu en janvier-février et de gagner du temps médiatique. Parce que derrière cet objectif, l'agenda, c'est de survivre politiquement jusqu'en juin 2026 dans un espoir de basculement du pouvoir en Arménie. En réalité, c'est un agenda de dissimulation, pas un calendrier de transition. Les causes, un isolement devenu irréversible. Cette manœuvre intervient alors que le CCF est de plus en plus marginalisé. Un tiers des associations ont quitté ou gelé leur participation, dénonçant un système fermé, opaque et autoritaire. Le président Emmanuel Macron a publiquement soutenu la démocratie arménienne et condamné les ingérences, un désaveu implicite de certains relais communautaires radicaux. En réaction, la FRA Tashnaktsutun d'Europe a publié un communiqué violent, hostile, à l'égard du président de la République, ce qui révèle un divorce avec la République, clairement. Aujourd'hui, les coprésidents du CCF sont isolés dans la diaspora et délégitimés au plus haut niveau de l'État. Plutôt que de démissionner, ils utilisent cette réforme comme un leurre. C'est une construction stratégique destinée à prolonger un pouvoir minoritaire en perte d'assises. Une démocratie de façade, un équilibre figé, une absence de transparence. Voilà ce que tentent de mettre en place les deux coprésidents. En réalité, ils ne peuvent plus prétendre représenter qui que ce soit. Ils devraient démissionner. La diaspora arménienne mérite de nouveaux cadres, fondés sur l'ouverture, le pluralisme, la représentativité et l'intelligence collective, pas un système épuisé qui ne survit qu'à lui-même. Vous avez bien compris dans cette présentation que derrière les grandes annonces, il y a en fait très peu de changements. Évidemment, avec notre organisation, le mouvement arménien, nous avons dénoncé ces manœuvres. Nous avons publié un communiqué de presse où on prenait acte de la réforme, mais que nous avions prévu de dévoiler les coulisses de cette fausse manœuvre
afin que la diaspora soit informée. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que je viens de vous résumer oralement dans cette vidéo. Mais les aventures continuent, évidemment, l'actualité arménienne continue, le terrain politique ne s'arrête pas, et l'implication des forces en présence continue. Donc, ce qu'on a pu constater derrière tout ça, c'est que désormais, il y a plusieurs lignes qui s'affrontent, et ce n'est pas nouveau en réalité, ça dure depuis 2020. Il y a des lignes en diaspora qui soutiennent l'État arménien, c'est-à-dire qui soutiennent que le peuple décide de qui sera au pouvoir en Arménie, et que la diaspora, peu importe qui sera au pouvoir, doit soutenir l'Arménie. Nous restons une diaspora qui est à l'extérieur, et une partie de la population estime que ce n'est pas notre rôle de déstabiliser l'Arménie, surtout à 12 mois des élections. Il y a des élections dans 12 mois en Arménie. Mais évidemment que d'autres ont des agendas politiques. On ne va pas se mentir, le courant dominant au sein du CCF, qui est la FRA Tachnak Tutyun, a des ambitions politiques aux prochaines élections en Arménie. Et l'enjeu est là. Ne pesant pas suffisamment en Arménie, ils ont besoin de simuler qu'ils ont une voix très forte en diaspora. Donc ce système verrouillé, qu'on a souvent appelé le monopole de diaspora, est très mal en point, mais ils continuent, parce qu'ils en ont besoin politiquement. Ils sont faibles en Arménie. Dans ce monde globalisé, l'information, le débat politique se poursuit désormais depuis 2018 dans la diaspora, donc les fractures qu'il y a dans la politique arménienne rejaillissent dans la diaspora, et puis finalement on se retrouve dans ce contexte-là. Donc depuis des mois, la communauté arménienne est secouée par une crise de gouvernance, au sein du CCF, mais pas que, en dehors aussi. Une structure censée représenter l'ensemble des Arméniens, et en toile de fond, en réalité, ne représente que l'opposition d'Arménie, et est devenue l'opposition en France. Donc il y a bien ce verrouillage, cette opacité, cette dérive autoritaire. On a quand même un organe qui attaque l'Arménie en disant qu'il y a une dérive autoritaire de l'Arménie, mais nous avons en diaspora moins de démocratie qu'en Arménie. En Arménie, il y a un vote. Il est ce qu'il est, mais il y a un vote. En diaspora, on nous propose un pseudo-vote. Un vote au un tiers d'une structure. C'est-à-dire, on aurait 1 million de votants, les mêmes personnes resteraient en place. Évidemment qu'il y a l'ombre des réseaux pro-russes. Et c'est là où le bas blesse, où la fracture est beaucoup plus importante, parce qu'il y a des courants aussi en diaspora, des courants pro-russes qui soutiennent le grand Katorikos Garegin et son apôtre Bagrat Galstian. Et nous avons pu voir aujourd'hui qu'il y a eu un échange sur les nouvelles d'Arménie assez vif entre l'ancien président de la FAJA c'est l'organisation des avocats arméniens de France, et Arat Oranian, qui est coprésident du CCF et qui est en même temps le rédacteur en chef des Nouvelles d'Arménie et le fondateur. Et le point qui a été relevé, c'est en fait ce 25 juin 2025, des responsables religieux et politiques en Arménie ont été arrêtés pour une tentative de coup d'État, dont l'évêque Bagrat Galastanian. Et qu'en Arménie, des enregistrements accablants circulent, où l'on entend Bagrat Galastanian parler de fusiller des opposants, de massacrer et de tout faire sauter. Évidemment, enfin pas évidemment, les Nouvelles d'Arménie se refusent de publier ces écoutes, au nom du respect de la déontologie et de la présomption d'innocence.
c'est là que, évidemment qu'on ne peut pas se taire quand on voit ce type d'agissement sous prétexte de pluralité, que, obligé que je dénonce des doubles standards. NAM publie, explique qu'il publie volontiers des tribunes critiques du gouvernement arménien, pas de problème. Mais refuse de diffuser des éléments factuels qui relèvent de délits graves de l'opposition pro-russe. Donc, dans ma réponse à NAM, ce que je dis, c'est qu'il y a une censure sélective. En refusant de diffuser ces éléments, pourtant publics, et de défendre des réseaux compromis avec l'ancien système, y compris avec des figures religieuses radicalisées. NAM perd toute sa légitimité en faisant taire ses dérives. La ligne éditoriale de NAM, d'avoir basculé vers la défense d'un ordre ancien, opposé aux valeurs démocratiques, incarné par la République d'Arménie, aujourd'hui est un fait. Et le patriotisme ne peut pas servir de bouclier à l'inégalité. On ne protège pas la patrie en blanchissant ceux qui l'ont affaiblie de l'intérieur. On ne peut pas expliquer que les oligarques ou ces religieux mafieux, au nom du patriotisme, n'affaiblissent pas la République d'Arménie. Donc, je vais prendre quelques secondes. Je vais reprendre l'édito qui a été fait aujourd'hui par la Faja. Donc, vous m'accordez que techniquement, j'ai besoin d'aller sur le site pour être assez factuel sur les éléments qui ont été dits aujourd'hui. Il y a eu d'ailleurs une passe d'armes entre Armen Kuyumjian et Arat Oranian sur les nouvelles d'Arménie. Quand même, on doit reconnaître que même si ça le gêne, Arat Oranian, il a quand même publié cette tribune. Et que malgré tout, quand c'est pas bien, on le dit, mais quand il y a certaines choses où c'est plutôt pas mal, on le dit aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste à peu près juste sur... même si on est en désaccord, dans cette vidéo, je vais essayer d'être un peu juste sur le fond. Donc, alors, j'ai la tribune, 2 petites secondes. Donc voilà ce que dit Armen Kuyumjian dans les nouvelles d'Arménie. À quoi jouent les NAM par Alexandre Armen Kuyumjian. Dans son dernier éditorial, Coercition, faits et hypothèses, le directeur de publication des Nouvelles d'Arménie se livre à une explication de texte pour justifier du traitement singulier réservé dans ses colonnes sur la crise secouant l'Arménie, sous couvert de leçons de déontologie journalistique. En substance, révélerait du factuel justifiant leur dénonciation, la dérive autoritaire et la coercition des autorités arméniennes, l'arrestation de 2 dignitaires de l'Église apostolique arménienne, les évêques Bagrat Galastanian et Mikhail Achapayan, la détention provisoire de l'homme d'affaires russo-arménien Samvel Garapetian, comme des rafles policières dans les milieux de la FRA. En revanche, et par rigueur journalistique, on explique au lecteur que les causes qui ont présidé à l'arrestation de ces dignitaires ne seront ni tranchées, ni par conséquent, ni commentées à défaut d'informations authentifiées, puisque les intentions criminelles qu'il aurait imputées n'émanent à ce stade que du soupçon. D'où l'appel au respect du principe de base de présomption d'innocence, pour justifier son refus de publier les écoutes téléphoniques des inculpés, pourtant au cœur de cette affaire. Certaines mauvaises langues parleraient de censure. Nous n'en sommes pas encore là. On ne pourra que se réjouir de ce rappel au principe de la présomption d'innocence, dont le respect s'impose tant qu'aucune condamnation n'est devenue définitive, mais son incantation, bien qu'opportune, ne peut sérieusement justifier que la traduction des édifiantes écoutes téléphoniques de Monseigneur Bagrat et consorts versées sur la place publique ne soit publiée tant sur les Nouvelles d'Arménie, sur Armen News, que dans les Nouvelles d'Arménie magazine.
avec les précautions d'usage bien sûr. La grammaire française offre son mode conditionnel, des possibilités indéfinies, permettant de faire circuler l'information sans qu'elle soit prise pour argent comptant, ni que son diffuseur ne s'expose à l'opprobre ou des risques de poursuite. Cette publication serait d'autant plus avisée qu'il existe un grand principe qui appartient de surcroît aux libertés publiques si chèrement acquises, garant du débat démocratique et auquel, en général, les journalistes et les médias sont très attachés. Celui du droit de l'information, la valeur et les contours de ce droit qui sont précisés par la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que la contribution à un débat d'intérêt général peut justifier la diffusion d'une information de nature à porter atteinte à la vie privée, à l'honneur, à la réputation, voire même violer le secret d'instruction. C'est d'ailleurs par sa contribution au débat d'intérêt général que le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le directeur de publication des Nouvelles d'Arménie pour des propos publiés sur son site lui ont valu des poursuites en diffamation engagées par le négationniste, dont je ne citerai pas le nom, j'ai pas envie de faire la pub, dans une excellente tribune intitulée « L'art arménien de la caricature » publiée le 14 juillet dernier par Armen News. Denis Donikian évoquait la diffusion par Seda Mavian d'un post sur Facebook dans lequel était retranscrite et traduite en français par l'un de ses amis une grande partie des écoutes téléphoniques de Bagrat Galastania. Donc c'est là où le bas blesse. Moi j'ai pu lire le long post Facebook de Seda Mavian qui était très instructif, où elle détaille les écoutes téléphoniques, les atrocités qui sont dites dans ces écoutes téléphoniques. Et évidemment, je vous compléterai tout à l'heure, que la population franco-arménienne voit le dessous. Parce que les Arméniens d'Arménie ont eu accès tout de suite à ces écoutes et ont tout de suite compris ce qu'il y avait dessous. Mais par contre, en diaspora, ces écoutes ont été pas traduites, cachées, et on essaye de nous faire croire qu'on est face à de la répression, qu'on est face à de la répression politique, qu'on accuse sans qu'il n'y ait des preuves. Mais en réalité, ce que dénonce cette tribune, c'est qu'il y a des preuves, il y a des faits, il y a des choses graves, et tout journaliste, s'il est neutre, doit en parler. Et de plus que Seda Mavian écrit dans les colonnes des Nouvelles d'Arménie. Mais je vous dirai par la suite, dans la réponse d'Aratoranian, on a cette réponse-là. Donc elle y rappelle en préambule que Bagrat Srpazan n'a pas contesté la paternité des propos qui lui ont été prêtés dans les enregistrements. Et les extraits publiés et repris dans la chronique de Denis Donikian sont particulièrement révélateurs des intentions factieuses et criminelles de cet homme d'église. À défaut donc d'une curiosité qui semble devoir échapper aux rédacteurs du site Armen News, qu'il me soit permis en ma modeste qualité de fidèle abonné de NAM et au nom de la sacro-sainte principe du droit à l'information et la contribution à un débat d'intérêt général, de solliciter de son directeur de publication la diffusion sur son site et son magazine, le post de Seda Mavian, contenant les traductions en français des fameuses écoutes. En matière d'information, le jeu de la transparence est toujours gagnant. C'est même une exigence pour un média qui revendique son indépendance. Ces écoutes peuvent être critiquées, les avocats des inculpés ne manqueront pas, non sans talent, de vouloir les disqualifier. Mais elles relèvent bien du factuel. Comme relève du factuel la tentative du coup d'État par un commando armé déjoué au mois de septembre 2024 à Yerevan, et du réel, jusqu'à preuve du contraire, la photographie du dit commando recevant à Moscou la bénédiction d'un évêque arménien, comme révèle également du factuel, mais surtout du tragique, le massacre du 27 octobre 1999 au Parlement arménien qui décapita l'État arménien par l'exécution notamment du Premier ministre Vasken Sarkissian et du président de l'Assemblée nationale Karen Demirjian, porteur également d'une ambition de souveraineté pour l'Arménie,
sous la conduite des frères Ounanian, encore 2 agneaux à qui chacun aurait donné le bon Dieu sans confession. Ce texte est signé par Alexandre Armen Kiyumjan, que je trouve très intéressant parce que il nous rappelle que derrière les grands discours, derrière de la propagande, je vais le dire, notamment de l'opposition pro-russe, il y a bien des faits, et la liberté de presse veut que, et l'honnêteté intellectuelle veut qu'on donne la version au complet, qu'on ne dise pas uniquement que, en fait, non, c'est de l'acharnement. Mais bizarrement, 1 heure après, toujours sur le site des Nouvelles d'Arménie Magazine, réponse de Aratoranian qui met réponse à Alexandre Akoyumdjian, la règle du jeu. Alors, techniquement, laissez-moi que tout s'ouvre. C'est pas très long, donc allez, je vais prendre le temps, comme ça, on ne pourra pas m'accuser de ne pas avoir donné les 2 versions. Voilà ce que dit Aratoranian. Il y a des avocats en Arménie qui dénoncent l'usage systématique des écoutes massives pratiquées par les autorités. Il en est d'autres en diaspora qui s'offusquent que leur contenu ne soit pas suffisamment relayé par la presse arménienne, laquelle devrait faire fi de la plus élémentaire distance envers ce type de méthode. Chacun son point de vue et chacun son camp. Celui de la défense ou celui de l'accusation. Si le rédacteur de ces lignes n'a pas de leçon de droit à prodiguer à un avocat, ce dernier veuille bien considérer qu'il n'a pas à lui en donner en matière de déontologie journalistique, ni non plus en termes de grammaire, bien que la perfection ne soit pas de monde. Dans un tour de passe-passe non dénudé de contradictions, l'auteur de ce réquisitoire reproche à Nam de faire taire le contenu des écoutes pratiquées il y a plus d'1 an sur les 2 archevêques incarcérés, tout en reconnaissant simultanément qu'il en a publié les extraits les plus significatifs à travers une excellente tribune de Denis Donikian. Il faudrait savoir. Évidemment, Aratoranian ironise. Mais cela ne suffit pas visiblement à contenter notre nouveau directeur conscience. Il est énervé, Aratoranian, il n'a pas aimé. Voilà qu'il nous adresse une sollicitation publique, en forme de défi ou de sommation, de reprendre in expresso un post de Sedamavian diffusé sur Facebook, invoquant le droit à l'information. Et quand même la Cour européenne des droits de l'homme excusait du peu. Mais notre contempeur s'est-il enquis du fait que Madame Mavian, qui est accréditée par l'ENAM en Arménie, aurait très bien pu nous proposer son texte si elle avait été désireuse de le voir figurer sur notre site. Nous en aurions alors discuté. Elle a préféré s'adresser à un réseau social, sans règle du jeu, qui se moque de la déontologie journalistique comme son premier poste. Dès lors, rien nous oblige à éditer cette prose diffusée de surcroît sur un support hautement vulnérable aux manipulations et qualifiée à pertinence par Alain Juppé, une fois n'est pas nécessairement coutume, de poubelle du monde. Allez, on va rigoler parce que là, j'ai des personnes qui regardent. Disons-le, Aratoranian n'a jamais été vraiment fan des réseaux sociaux et je pense qu'il y a certaines expressions que certains me relayeront dans cette vidéo en commentaire que je reprendrai, mais les propos qu'il avait tenus sur les réseaux sociaux. Ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo, j'écoute leurs commentaires. Que l'on veuille bien aussi considérer que nous ne sommes pas non plus forcés de goûter par ailleurs à ce procédé quelque peu cavalier. Quand on détient un pseudo-scoop et que l'on se targue de faire partie d'une rédaction, on essaie au moins de lui en donner la priorité. Mais tout le monde est libre d'agir à sa guise et chacun d'apprécier comme il l'entend. Sincèrement, il ne passe pas par 4 chemins et je suis pas sûr qu'il garde certains journalistes de qualité qu'il a en Arménie à travers ses lignes. Mais ce n'est que mon avis. On peut toujours disserter de l'opportunité de diffuser tel ou tel article, argumenter sur la pertinence de son angle, juger de la crédibilité de ses informations pour que les choses soient claires, indépendamment du fait que ce texte
ne lui a pas été proposé, le directeur de la rédaction des NAM n'en aurait sans doute pas autorisé la publication en l'état. Je fais une pause. Aratoranian nous parle de liberté. Il le prouve en acceptant de diffuser l'éditorial de Maître Kouyumjan qui ne lui est pas favorable. Et il s'en targue en disant que c'est une tribune assez libre. Là, clairement, il nous expose que, en fait, il ne l'aurait pas diffusé tel. Il rajoute, il aurait répondu dans la foulée. Donc, comme il a fait là, c'est-à-dire, il accepte le texte de Alexandre Kouyumjan et il y répond dans la foulée. Ce qui nous explique, c'est qu'il aurait fait la même chose si Sedamavian avait proposé son texte. Mais Sedamavian, moi j'ai lu son texte. Factuellement, elle reprend ce qu'il y a dans les enregistrements. Donc, que veut dire ce passage? Je continue et après on en débat. Inutile d'en rappeler les raisons, elles sont exposées dans un éditorial qui a provoqué la réaction de Maître Kouyumjan. En 2 mots, il s'agit de procès arméno-arménien. NAM a toujours privilégié le compte-rendu d'audience, commenté si nécessaire plutôt que de céder au jeu malsain de la justice médiatique. Ça, c'est pas vrai quand même. Quand l'Arménie, une fausse information est sortie très récemment sur Orano, que ça a été mis, ils l'ont supprimé derrière, donc c'est pas toujours... il n'y a pas toujours ce contrôle qui est fait derrière. Et puis rappelons quand même, pas sur les nouvelles d'Arménie, mais bon, en réalité ça a été partagé. Quand la fausse information, comme quoi le gouvernement arménien aurait remis des combattants kurdes à l'État turc est sortie, le CCF a tout de suite fait un communiqué de presse sans vérifier l'information. Donc quand il va dans ces rhétoriques-là, on se voit bien que quand on connaît le dossier, il se moque de nous un petit peu. Donc, a fortiori, quand on lui demande de se comporter en auxiliaire de police, nous n'avons aucune vocation à nous faire les relais dociles d'une accusation émanant d'un service spécial. C'est vrai qu'Aratoranian, c'est plus que les services spéciaux arméniens. Attention, attention. Nous ne l'avons jamais fait, y compris pour des personnalités politiques dénoncées dans nos colonnes et qu'il aurait été facile d'accabler, par exemple Robert Kocharian quand il a été emprisonné. Fallait le faire. Fallait le faire. J'ai pas d'autre chose à dire, fallait le faire. Nous faisons notre travail professionnellement avec les moyens qui sont les nôtres, dans les conditions d'un micro-marché. Merci de les respecter, d'autant que NAM se prévaut d'être le journal le plus couvert de la diaspora, comme en témoigne la variété des opinions qui sont publiées, de Haïtoug Chamliand à Denis Denikian pour la France, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par tout l'épouvantail du bloc central, nos préférences étant transparentes lors des élections. Plus libre, tu meurs. Eh bien, cette phrase, c'est un cliché, parce que plus libre, tu meurs. Je suis désolé, quand juste le paragraphe d'avant, on expose que Sedamavian, en l'état, on n'aurait peut-être pas publié, et que du moins, même si on l'avait publié, on aurait fait un contre-démenti. Plus libre, tu meurs. J'ai pas l'impression, c'est un non-sens dans ce qui est dit dans ce texte. Cette petite polémique relève pourtant un malaise plus profond, signe d'une certaine nervosité. Nombre de soutiens de Nicole Pachinian n'acceptent plus la critique visant leur champion. Une intolérance paradoxale chez les militants qui se réclament de la culture du débat propre aux démocraties européennes, et pour le moins surprenant au vu des piètres performances du Premier ministre en matière de liberté publique, pour ne citer que cet aspect. Écoutez, sur Armen Kouyumjan, j'ai pas réellement vu de soutien vraiment affirmé pour Nicole Pachinian. Je pense pas qu'en fait le fond de tout ça, ça soit une sorte de crispation de nervosité. Je pense que en fait la nervosité, elle est plus du camp de la coprésidence du CCAF, où on le voit bien, la moitié de la défection au sein du CCAF. Là aujourd'hui, il y a quand même au sein même des Nouvelles d'Arménie des voix dissonantes. Ça n'enlève pas que Aratoranian, même si sur ça je suis pas d'accord avec lui, en donnant la tribune à Armen Kouyumjan, il joue quand même le jeu, mais ça prouve quand même publiquement que dans son propre camp, ses propres équipes, il y a des désaccords
sur la façon d'agir. Et je trouve très facile de tout mettre ça, soi-disant que certains soutiens n'acceptent plus les critiques vis-à-vis de leurs champions. Ce n'est pas vrai, parce que là, c'est même pas de la critique. On vise... Là, dans ce cas-là, c'est pas tant Nicole Pachinian qui est visé, c'est pourquoi ces écoutes ne sont pas publiées et pourquoi ça crée cette crispation. Je continue et après on rentre dans le débat. Que l'on nous permette donc, sans que cela vaille excommunication pour déviationniste, de profiter nous-mêmes de cette liberté éditoriale dans nos propres colonnes, surtout lorsqu'il s'agit de défendre, ce fut modestement, quelques fondamentaux arméniens ou quelques principes déontologiques, tout en laissant place aux critiques et aux droits de réponse. C'est ce que je disais juste avant. Cette situation n'est pas sans rappeler, toute proportion gardée, et avec le respect du Alpic Misakian, l'époque où Alach s'était affranchi du courant politique dont il était proche au nom du droit supérieur, celui de la liberté de la presse, un concept soigneusement ignoré dans le diable qui nous est infligé. On aurait pourtant espéré qu'en vertu de son parcours et de ses qualités professionnelles reconnues, notre pour défendeur présent à Yerevan le jour même où Samvel Karapetyan a été incarcéré s'indigna des dérives judiciaires qui se déroulaient sous les yeux. Là, il était reçu ce jour-là par le Premier ministre. J'ai dit ça, mais j'avais pas vu cet aspect-là. En fait, il y a un peu de jalousie. Almen Koyumjan a été reçu par le Premier ministre. Aratoranian ne l'est plus depuis un bout de temps. Je veux pas dire de bêtises, c'est pour ça que je donne pas de date. Allez, je continue, on va sur la suite. Sans faire injure à son intégrité, force est de déplorer, depuis son silence assourdissant sur toutes les atteintes manifestes aux droits de l'homme dans le pays, dénoncées par de nombreux ex-compagnons de route de la révolution de velours, dans un gant de fer, elle ne manque pas pourtant autocensure. Il aurait fallu attendre un édito de NAM pour faire réagir publiquement l'ex-président de la FAJA. C'est clair, on ne badine pas avec la déontologie. Signé Aratoranian. Évidemment que j'en ai profité pour faire un petit commentaire. C'était très intéressant, donc j'ai pas pu m'en empêcher, donc je vais vous le lire. Donc j'ai tagué Aratoranian et je lui ai posé la question, ça résume un peu ce que j'ai dit là. Aratoranian, il est tout de même fascinant de voir une réponse invoquant la liberté de la presse pour en même temps justifier qu'un texte ne soit pas publié. Quand une journaliste accréditée par NAM présente sur le terrain propose un contenu révélateur, on lui reproche de l'avoir mis sur Facebook plutôt que de le soumettre à la rédaction. Puis, dans la même phrase, on admet qu'il n'aurait pas été publié de toute façon. C'est ça la liberté d'expression selon NAM, une liberté à géométrie variable, encadrée par la bienséance de la direction. Soyons lucides. Ces écoutes dérangent parce qu'elles viennent contredire une certaine narration. Aratoranian est resté proche du Catholicos, qu'il a d'ailleurs publiquement soutenu avec sa seconde casquette associative, le CCAF. Ce positionnement, au fond, mérite simplement d'être assumé. Il devrait assumer. Peut-on vraiment se dire représentant des Arméniens de France auprès des autorités françaises tout en soutenant l'opposition pro-russe en Arménie? Évidemment que non. Donc toutes ces manœuvres que vous tentez ne masqueront jamais cette réalité. Voilà pour le narratif. En réalité, tout est lié. L'affaire du CCF, cette affaire de NAM et ce déséquilibre qu'il y a au sein de la diaspora arménienne de France. On constate qu'il y a différentes lignes politiques. Là où on a voulu nous enfermer dans des conflits de personnes, on se rend compte qu'il y a différentes lignes qui s'affrontent, que le projet qui est proposé par le CCF n'est pas du tout conforme, parce que si je pourrais vous sortir les éléments maintenant, je pourrais faire durer cette vidéo pendant 2 heures. Dans la proposition qui est faite, il faudrait se plier à certaines exigences qui sont faites dans la charte, mais ça veut dire que ça tue le débat. C'est-à-dire ces débats qui actuellement, si demain vous signez un papier disant je pourrais pas tel truc, vous ne pourrez pas contredire ce que je viens de faire là. Tout comme vous pourrez être exclu parce que vous êtes allé à
la commission de conciliation pourrait vous tomber dessus et pourrait vous exclure parce que finalement vous êtes allé à l'encontre de ce qui a été proposé. C'est ça qui est fou en fait, c'est que on nous propose soi-disant la démocratie directe, il y a des garde-fous qui vont couper le débat, les deux coprésidents passent sur AIPFM pour dire qu'ils sont ouverts au débat, mais les propositions qu'ils font n'ont rien à voir avec la démocratie. La démocratie, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, ils font un communiqué, on le conteste, on n'est pas d'accord. Ils tentent de nouvelles manœuvres, on n'est toujours pas d'accord. Mais tant qu'il n'y a pas un espace de dialogue réel où on se confronte, confrontation d'idées, confrontation de projets, confrontation de visions, avec dénominateur commun qui est facile, sécurité de l'Arménie. On est tous d'accord, il y a unanimité. La souveraineté de l'Arménie et de ses frontières. On est tous d'accord, il y a unanimité. La mise en place d'un État fort. Il n'y a pas de débat. Il y a unanimité, on est tous d'accord. Un socle réel. C'est faisable. Aujourd'hui, ces 3 points que je donne, par exemple, est-ce que quelqu'un en diaspora va le contester? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre qu'on ait un État fort? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a contre? Est-ce que certains sont contre la sécurité de l'Arménie? Il n'y en a pas. Le socle commun, il peut exister, mais encore qu'il faut avoir la volonté. Donc, en conclusion, ce que je dénonce dans cette vidéo, là, aujourd'hui, c'est le cas d'Arat Touranian, parce qu'on en parle à travers les échanges, mais bon, Mourad Papazian ne fait pas mieux non plus, hein. Il est en Arménie, il est en train de contester. J'ai pas préparé en réalité le sujet sur Mourad Papazian, mais il dénonce des choses concernant le Premier ministre, c'est son droit, la liberté d'expression l'autorise, mais sans apporter de réelles réponses. Moi, j'ai pu lire son édito son article, ou ses phrases sur à la vote, où la seule chose qu'il propose, c'est une conférence internationale sur les enjeux dans le Caucase Sud. Merci Mourad. On a attendu que tu ailles en Arménie pour nous prendre ça. Clairement, il n'y a pas de proposition réelle. Que voulez-vous faire? Dites-le. Parce que moi, je peux le dire à votre place. Ce que vous voulez faire, c'est de faire un gouvernement pro-russe, qu'on soit une province de la Russie, que vos hommes, vos amis, peut-être même Samvel Karapétyan ou peu importe, dans le modèle géorgien, soient à la tête de l'Arménie et répondent aux ordres du Kremlin, et que vous récupérez le monopole de la diaspora. Clairement, c'est ce que vous voulez, nous le savons, nous le disons, et on choisit la transparence, c'est-à-dire on démontre A plus B que ce que vous proposez, ce n'est pas la démocratie, que vous avez été désavoué par le gouvernement français, parce qu'en réalité, le gouvernement français a dénoncé par l'intermédiaire du président de la République les déstabilisations en Arménie, et qu'aujourd'hui vous êtes désemparés parce que vous essayez justement de rendre crédible qu'il y aurait une forme d'autoritarisme en Arménie, alors que même le président de la République l'a dénoncé, vous êtes très mal. Et que ce n'est pas juste un simple désaccord entre certaines personnes, c'est réellement une lutte idéologique qui se déroule en diaspora. Et pour ça, il est important que les choses changent et désormais que notre voix soit écoutée à plus haut niveau. Il va être important qu'il y ait une mobilisation qui soit beaucoup plus forte. De toute façon, avec des lignes pro-russes, on ne peut pas être entendu au plus haut sommet de l'État. Que les enjeux sont peut-être uniquement liés aux prochaines municipales. Qu'ils rêvent d'un changement de pouvoir en juin prochain, mais ils se rendent compte que tout est en train de s'écrouler en réalité. Et qu'aujourd'hui, face à ça, la crispation ne fait qu'augmenter. Parce que moi, je vous le dis, je pense qu'il n'y aura pas plus de 1000 votants. Et encore, je suis très ambitieux en janvier prochain pour leur conseil national.
et qu'après ça, ils vont être très très discrédités. Parce qu'en fait, on va se rendre compte du poids réel. Et encore, 1000 votants en 5 mois, je pense que ça va être très difficile, parce qu'entre la plateforme, nous allons continuer, tant qu'il n'y a pas la démocratie directe, avec des listes, et que ça soit libre, un comité qui soit complètement indépendant, qui ne soit pas dirigé par tel ou tel groupe, qui ait un comité neutre, de personnes désignées qui n'ont jamais fait partie d'organisations, que ce soit des avocats ou ce que vous voulez, qu'il y ait des huissiers, et qu'on propose un système de liste, et qu'on propose des temps de parole, par exemple, que chacun puisse se présenter, qu'on ne soit pas dans un système où les 2 tiers sont verrouillés, que le résultat est déjà donné gagnant d'avance, que la seule lutte qu'il va avoir à l'intérieur, c'est de savoir est-ce que le courant de Toranian ou le courant de Mourad pèsera plus l'un ou l'autre selon les candidats qu'ils auront envoyés dans ce vote. Est-ce qu'il y en a un qui pèsera plus que l'autre, mais l'équilibre restera le même? Et pour masquer en fait ceux qui sont partis, parce que dans ceux qui sont partis, on ne l'a pas suffisamment relevé tout à l'heure, c'est des partis historiques. Le parti Unchakian a quitté quand même le CCF. Quand je vois les déclarations du parti Ramgabal, ils sont absolument plus sur les mêmes lignes. Tous ces partis historiques ont quitté le navire. Il ne reste plus que la FRA. L'UGAB salue cette décision, mais je suis désolé de le dire aussi crûment, l'UGAB dans un vote, ça pèse pas lourd. L'UGAB est une force, c'est vrai, financière. D'accord, elle a un capital de 500 millions d'euros dans le monde. Donc c'est une très grosse force économique, mais en tant que membre, les dirigeants sont nommés par New York. Les dirigeants sont nommés par New York. Aujourd'hui, il y aurait un vote. Combien ferait de voix l'UGAB? Moi, je pose la question, sincèrement, je pense que l'UGAB ne pèserait pas lourd dans un enjeu électoral. Donc, ces 2 courants se partagent le gâteau, soi-disant, de la représentation de la diaspora, mais combien ils pèsent en voix? Combien ils pèsent? Parce qu'on a... Allez, je l'ai dit l'autre fois, il y a dans toute l'Europe, officiellement, la FRA, c'est 500 membres. Officieusement, 2 fois moins. L'UGAB, je n'ai pas les chiffres, mais je vous invite à me les envoyer. Je ne suis pas sûr qu'ils pèsent autant. Mais évidemment que, quand je dis ça, on va me dire non, c'est pas vrai, parce que, en fait, ils ont des structures. D'accord? C'est-à-dire, je prends un exemple. Ils ont des locaux à Lyon. Très bien. Ils proposent des cours d'arménien. C'est très bien. Il faut le faire. Ils ont 50 élèves. Ils vont compter qu'ils ont 50 membres. Ils ont des cours de danse, il y a 100 élèves. Ils vont dire, on a 100 membres. Ils vont dire, on a des cours d'échecs ou de ce que vous voulez. On a tant de membres. Ils vont tout additionner. Ils vont dire, notre force réelle, c'est ça. Mais est-ce que votre force réelle, elle est dans un scrutin? Est-ce que dans un scrutin, vous êtes sûr que ces membres vont voter pour vous? Moi, je dis que non. Moi, je dis que non. Je pense que l'enjeu, il est aujourd'hui différent, que les lignes politiques, par exemple, que nous, on défend. Aujourd'hui, on est les seuls à défendre en France la sortie des alliances avec la Russie. Aujourd'hui, j'entends aucun responsable ou aucun dirigeant du CCF défendre cette ligne. Pourtant, cette ligne est très forte en Arménie et en diaspora. La sortie des alliances avec la Russie. La sortie de l'OTSC. Les discussions avec l'Union européenne. L'enjeu d'une Arménie européenne. Nous défendons cette ligne avec le mouvement arménien. Qui dans le CCF défend cette ligne? Personne. Quand vous dites « nous rassemblons l'ensemble des courants », c'est pas vrai. Et là, il n'y a pas de débat Premier ministre, pas Premier ministre. Parce que peut-être que le Premier ministre, il sera là encore au prochain mandat ou pas. Mais l'intégration européenne, par exemple, ou la sortie des alliances, soit elle peut se faire très rapidement, mais elle peut prendre du temps aussi. Et ça, nous continuerons à le défendre.
Parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est assez importante, tant en diaspora qu'en Arménie, que vous voulez absolument éviter, parce que disons-le, vous avez soutenu des manifestations à Bruxelles. Vous êtes allé à Bruxelles. Soi-disant, vous aviez un mouvement qui s'est réuni à Bruxelles pour l'Artsakh. Vous étiez 500 organisations. Jamais vu la couleur. Vous avez annoncé 10 000 personnes. Nous, les relais, nous ont dit que vous étiez 3 000. Vous avez fait des manifs en face de l'Union européenne. Pourquoi vous n'avez jamais fait de manifestation en face de l'ambassade de Russie? Pourquoi vous n'avez jamais dénoncé le double jeu de la Russie? Pourquoi vous avez invité l'ambassadeur de Russie au repas du CCF et quand Gabriel Attal a pris la parole, l'ambassadeur s'est levé, il a quitté la salle? Pourquoi vous ne rentrez pas? Parce que vous défendez cette ligne. Vous ne voulez pas l'avouer, vous voulez vous cacher. Vous voulez maintenir vos acquis politiques avec l'Élysée, avec la mairie de Paris. Par contre, sur les lignes arméniennes, vous défendez une ligne pro-russe. Vous n'assumez pas. Pourquoi publiquement vous ne dites pas que vous êtes favorable à la sortie des alliances? Pourquoi vous manipulez à travers les médias la diaspora arménienne en nous renfermant dans ce jeu? C'est soit la Russie, soit la Turquie. Comme si, depuis 100 ans, les accords Lénine-Kemal ne nous renferment pas dans ce jeu. Comme s'ils n'ont pas décidé déjà d'eux-mêmes de découper l'Arménie en deux, la première république. Parce que vous êtes les premiers à diffuser des thèses disant que on veut récupérer nos terres. Nous, on reconnaît l'Arménie wilsonienne. Vous avez raison. Le centre de gérance globale, c'est l'Arménie wilsonienne. Ce n'est pas les 29 740 km² qui sont donnés actuellement. Oui, la diaspora, elle doit voir les choses en grand. Elle doit avoir un rêve. Mais dans les faits, quand vous nous enfermez dans ce jeu-là, il y a 100 ans, Lénine, Kemal, ils ont fait quoi? Kemal, il a pris la moitié de l'État arménien. Donc l'Arménie occidentale a été récupérée par les Turcs. L'Arménie orientale par les bolcheviks. Jamais ils sont venus en sauveur. Ils se sont partagés notre territoire. 100 ans après, on est dans le même jeu. 100 ans après, rien n'a changé. C'est exactement les mêmes choses. Mais vous continuez à nous maintenir psychologiquement que c'est l'un ou l'autre. Alors que aujourd'hui, clairement, on a une nouvelle option. Et puis on a pu le voir avec les déclarations de Donald Trump. Il y a une option viable. Celle d'un changement de vecteur, que l'Arménie passe du côté occidental et qu'on y installe une base militaire américaine dans le Syunik, ce qui stabilisera la région. Je rappelle quand même dans cette vidéo que la plus grande ambassade américaine du Caucase se trouve en Arménie. Je vais vous reprendre. Jusqu'alors, j'étais le seul à dire ça et un certain nombre riait, rigolait, me disait que c'était impossible. Moi, je vais vous reprendre la déclaration qui a été faite hier par Adam Sargsyan, qui dit que si la Russie a été écartée, c'est une victoire pour l'Arménie. Dans un entretien qui a été diffusé par la télévision publique arménienne, Adam Sargsyan, président du Parti pour la République, a affirmé que l'Arménie n'avait jamais été sûre depuis 2020, année marquée par la guerre du Haut-Karabakh. Réagissant à l'idée selon laquelle l'Arménie serait en train d'exclure la Russie de la région, il a précisé « Si la Russie est réellement affaiblie dans le Caucase, ce n'est pas le fait d'un petit État comme le nôtre, mais le résultat des bouleversements plus larges. Cela dit, si les autorités arméniennes ont su s'adapter à ce nouvel équilibre et en tirer parti pour renforcer notre souveraineté, alors c'est un choix juste et courageux. » Adam Sargsyan a également dénoncé les promesses non tenues par Moscou concernant la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh. La Russie avait promis de protéger nos frères et sœurs en Artsakh. Où sont ces garanties aujourd'hui? Les anciens dirigeants du Karabakh, comme Arkady Roukhassian, Bako Sahagian, Rouben Vardanyan, étaient dans l'orbite russe pourtant. Où sont-ils maintenant? Dans les prisons de Bakou. Il a rappelé que la Russie avait encaissé de l'argent pour la livraison des armes, sans jamais les livrer à l'Arménie.
menaçant désormais de couper le gaz ou de bloquer l'entrée du gaz liquide en Arménie. Est-ce que cette Russie-là, nous voulons la voir comme alliée? Une Russie qui dicte ses conditions à tout moment et bloque nos routes si cela ne nous convient pas. Pour Adam Sargsyan, l'exclusion de la Russie du processus régional n'est pas une décision unilatérale de l'Arménie, mais une évolution géopolitique portée par les États-Unis. Aujourd'hui, deux camps s'affrontent dans la région. D'un côté, l'axe Arménie, Union européenne, États-Unis, et de l'autre, celle formée par la Russie, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Tous les trois partisans du corridor. Lui, il va dire Mehri, il a raison, parce qu'il ne faut pas utiliser le terme des Azéris, tel qu'évoqué dans le point 9 de la déclaration du 9 novembre 2020. Et il conclut, et c'est cela la phrase la plus intéressante, en réaffirmant que l'heure est un positionnement stratégique clair, fondé sur la souveraineté et la sécurité nationale. L'Arménie peut accueillir une base militaire américaine sur son territoire. Aujourd'hui, le débat rentre dans l'actualité. Je vais éclaircir un point sur la position américaine et comment elle a été perçue et dit. Donc il y a eu un test diplomatique ou un signal d'alliance. C'est une tribune que j'ai signée sur Arménie Info et sur ma page, mais je vais la reprendre parce que c'est important vu le contexte. La récente déclaration de l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barak, évoquant une proposition de la gestion américaine pour une route reliant l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan via le sud de l'Arménie, a suscité de vives réactions. Il ne s'agit pas d'un ultimatum, ni d'un projet contraignant, mais bien d'un signal politique adressé à la fois à Yerevan et aux puissances régionales. Selon les premières informations que l'on a, cette route pourrait être placée sous la gestion d'une entreprise américaine pour une durée de 100 ans, dont l'objectif affiché est de garantir un usage pacifique et maîtrisé du transit. Un contexte régional de recomposition. Cette initiative américaine intervient dans un moment de reconfiguration géopolitique. Depuis la formation du format 3+3, réunissant la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie, dans lequel les États-Unis et la France sont absents, Washington cherche à reprendre pied dans le Caucase Sud. En évoquant la possibilité de superviser cette route, les États-Unis rappellent qu'il reste une puissance capable de sécuriser et d'équilibrer les dynamiques régionales. Là où l'influence russe s'effrite et où la pression turco-azérie augmente. La réaction d'Erevan, qui a été avec fermeté et clarté, le gouvernement arménien, tout en reconnaissant l'existence d'échanges exploratoires, a rapidement conclu toute option qui porterait atteinte à la souveraineté nationale. Le Premier ministre a rappelé que l'externalisation de la gestion d'infrastructures n'équivaut pas à une perte de souveraineté. Aujourd'hui, les cas d'externalisation sont nombreux en Arménie. La gestion de l'aéroport de Zvartnots est externalisée et je ne pense pas que cela compromette la souveraineté de l'Arménie. La gestion des chemins de fer arméniens est également externalisée. Même le réseau d'eau en Arménie est externalisé. Pourtant, tous ces éléments restent la propriété de la République d'Arménie. Cette clarification vise à calmer les esprits, tout en maintenant une ligne rouge claire. La pleine juridiction de l'État arménien sur son territoire ne peut être remise en cause. Une proposition qui teste en réalité, mais qui n'impose pas. La manœuvre américaine est très habile. Elle ne cherche pas à imposer, mais à évaluer le rapport de force et à offrir une alternative au monopole russo-turc sur les mécanismes régionaux. Et en ce sens, elle constitue moins une provocation qu'un signal. Ce qui veut dire que les États-Unis sont prêts à proposer des solutions, mais ça doit venir de l'Arménie. À nous d'interpréter les choses. L'enjeu pour Yerevan, c'est pas de rejeter par réflexe uniquement, ce qui pourrait être, dans un autre cas, devenir un levier stratégique. Il faut demander une présence militaire assumée, refuser une gestion étrangère d'une route sensible,
ne doit pas conduire à un refus et toute coopération avec l'Occident. Bien au contraire. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, l'Arménie a intérêt à envisager, si les conditions seront réunies, à l'installation d'une base militaire américaine ou française au sud du pays, à Médri ou ailleurs, dans le cadre d'un accord bilatéral clair, respectueux et transparent. Une telle présence renforcerait la sécurité régionale, servirait de dissuasion contre les menaces extérieures et permettrait à Yerevan de consolider son ancrage dans le camp des démocraties. En conclusion, la proposition américaine ne doit pas être interprétée comme une initiative d'ingérence, mais comme un test stratégique, celui de la souveraineté, de la cohérence diplomatique, de la capacité de l'Arménie à choisir ses alliances en fonction de ses intérêts nationaux. La souveraineté ne consiste pas à rejeter toute main tendue, elle consiste à dire non à ce qui fragilise l'État et oui à ce qui la protège. Depuis ce texte, il y a quand même des informations sur lesquelles je vais être très critique. Je suis d'accord qu'il ne faut pas louer le Sunnik pour 100 ans. Je suis d'accord pour qu'il y ait une base américaine à Médri. Néanmoins, il faut de la cohérence. On ne peut pas être membre des alliances économiques, militaires avec la Russie, mais aussi avec la Chine. Quand le même jour, j'entends que l'Arménie pourrait intégrer le comité économique de Shanghai, et que je vois les forces démocratiques tout de suite dénoncer en disant que ce n'est pas possible, ils ont raison. Ce n'est pas possible. Et c'est là où est le danger, c'est-à-dire de vouloir courir derrière plusieurs lièvres en même temps et se retrouver à la fin dans une situation très difficile. En temps de guerre, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, ce qui se passe au niveau global, on est en guerre. Et l'épicentre de cette guerre se trouve aujourd'hui en Arménie. Cette position d'être entre les deux est pire que de choisir un camp. Qu'on choisisse l'Occident, très bien. Qu'on choisisse la Russie, je vais dire moins bien, parce que c'est pas malin politique. C'est deux gages de sécurité qui sont différents. Mais qu'on choisisse personne, c'est le risque maximum. Et c'est dans ce schéma qu'on est actuellement depuis 2020, c'est pour ça que la situation est beaucoup plus dangereuse. C'est parce que, en réalité, si on choisit que personne puisse être dans la zone d'influence de personne, ça voudra dire qu'on laisse un champ libre. Et ce champ libre sera occupé dans les moins de 10 ans, soit par l'Azerbaïdjan, soit par la Turquie. C'est pour ça qu'il est très impératif de choisir un camp. Vous avez compris, ma ligne politique, ce que je défends, c'est la voie occidentale, la mise en place d'une base américaine, la sortie des alliances. Il n'y a que ça qui rétablira quelque part la justice. Il y a 100 ans, nous avions un grand territoire avec l'Arménie wilsonienne. Les accords russo-turcs ont effrité notre territoire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la menace qui est réelle, c'est de couper l'Arménie en deux et de ne plus avoir de territoire quasiment, qu'on devienne une province de la Russie. Ça a déjà été le cas pendant 70 ans. C'est une possibilité qui existe. Nous avons déjà fait 2 indépendances. S'il faut qu'on retravaille pour une 3e indépendance, nous le ferons. Un peuple qui s'est déjà émancipé 2 fois le fera une 3e fois, mais il faut éviter cette situation. Et pour éviter cette situation, il faut sortir des alliances et faire des choix stratégiques très forts et très importants, c'est-à-dire de rejoindre le camp des démocraties. L'Arménie est une démocratie. Ceux qui rentrent dans le narratif russe, c'est-à-dire de décrire les choses comme un pays autoritaire, ne font pas le jeu de la sécurité de l'Arménie. Vous faites le jeu de l'ennemi en faisant ça. Je sais que vous êtes énervés, certains d'entre vous, vous êtes patriotes, vous êtes contre ce gouvernement, vous avez tout à fait le droit de l'être, mais il faut accepter que désormais l'Arménie est une Arménie démocratique, tout comme elle l'était en 1918.
C'est important de défendre la démocratie arménienne. Je ne vous demande pas de défendre le gouvernement. Il faut défendre la démocratie. Dans 12 mois, il y aura des élections démocratiques. Vous voulez soutenir un autre candidat? Soutenez un autre candidat, vous êtes dans ce droit-là. Mais la démocratie arménienne doit être préservée. Jusqu'à 2025, nous avons réussi à préserver cette démocratie. C'est très difficile. Nous sommes dans une guerre hybride, une guerre d'information, une guerre des esprits. Je sais que le peuple arménien, moi le premier, sommes fatigués par ces assauts qui sont menés par l'extérieur. On est fatigués par ces guerres hybrides, ces guerres d'information. On a pu voir encore des informations concernant Urano. Voilà, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. C'est des mécanismes d'attaques hybrides qui sont menés par des forces spéciales, par des groupes Storm 1516, par des responsables politiques, Sergueï Kirienko, proche du Kremlin. Toutes ces attaques. Prenez le cas de la France, on a pu voir dans les débats français, le plus gros ennemi, pas le plus gros, l'ennemi qui est ciblé actuellement en France, c'est la Russie, et c'est valable pour l'Arménie, qui est un petit pays. Et on a pu voir dans les derniers accords qui ont été passés avec l'Union européenne, le sujet de la désinformation est un sujet très important actuellement. Il y a un sujet sur ça où la désinformation en Arménie est totale. Vous êtes très nombreux à m'écrire tous les jours en m'envoyant des éléments, en me disant « mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, vous comprenez pas ?» Moi, je suis un petit peu comme vous, j'essaye de trier l'information. C'est vrai que c'est difficile, mais voilà. Je vais conclure cette vidéo parce que ça fait plus d'1 heure qu'on est dessus. Je voulais vous parler de ces différents sujets, donc il est temps de réformer la diaspora arménienne de France, de mettre en place un vrai système démocratique. J'envoie un message aux 2 coprésidents du CCF. Nous avons décrypté votre fausse réforme. J'en remets une couche dans cette vidéo. Revoyez votre copie. La diaspora, elle ne dort pas. Elle comprend exactement ce qui se passe. On ne laissera pas passer. On continuera à dénoncer tant qu'on peut. C'est ça la démocratie dans la diaspora, c'est de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, il n'y a plus de cercle fermé comme c'était le cas avant. Nous avons parlé des questions internationales géopolitiques. Il faut rester très attentif. La situation n'est pas stabilisée. Nous n'avons pas fait de choix. Il faut choisir un vecteur. Moi, je suis favorable à l'intégration à l'Union européenne, à la mise en place d'une base américaine, à un changement de vecteur pour le camp occidental. Et voilà pour ce soir. Je vous remercie pour cette vidéo. Je vais la mettre sur YouTube. Je vous invite à partager cette vidéo.